Vraiment merci de votre présence. C'est un thème, vous savez, chez NIL, qui est un thème extrêmement important. On a fait un de nos 3 thèmes stratégiques, le One Health, avec la régionalisation et la territorialisation du système de santé, et également avec la pédagogie, parce qu'on a considéré qu'à l'heure actuelle, il y avait une problématique de connaissance générale des nouvelles organisations, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux parcours, et que ça nécessitait pour un certain nombre de publics, et en particulier des publics nouveaux, je pense en particulier aux élus locaux, qui ont souvent une connaissance hétérogène de l'organisation du système, ça nécessitait d'investir du temps et de la compétence humaine, et également des budgets qui viendraient de chez nous. Donc, l'histoire de One Health pour Neil, ça remonte pas à hier, ça remonte à plusieurs années. La première fois où on a parlé de One Health, je dois reconnaître que j'animais une table ronde, c'était au CHAM, et Guy Valencia m'avait demandé d'animer une table ronde sur le rôle des institutionnels dans One Health. Et j'avais retenu une anecdote qui m'avait frappé, c'est qu'un président de syndicat de médecins libéraux, que je ne citerai pas, Jean-Paul, tu n'es pas concerné, ça ne faisait pas partie de ta passe-présidence, mais m'avait dit, mais je ne sais même pas ce que c'est que One Health, j'en ai jamais entendu parler, ça remonte je pense que ça remonte à 3 ans en plus. Et on avait continué ensuite à s'investir dans le concept avec la Fédération européenne des académies de médecine, l'Académie de médecine française, l'Académie de pharmacie, l'Académie des sciences vétérinaires et l'Académie de l'agriculture, pour faire 2 séances de colloques autour des mécanismes qui étaient les nouveaux mécanismes mis en place par l'Europe, c'est-à-dire l'ERA et le ECDC. Et puis, la deuxième partie était concernait justement le rôle des acteurs et différentes interactions qui étaient possibles entre les acteurs. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été mis en place, et qu'on était au tout début du concept, même si c'était un concept qui commençait à poindre un peu on va dire, à émerger un peu de la surface de tous les sujets qui traversaient la société. Et on a décidé avec l'équipe, à partir de ce moment-là, de créer un groupe qui s'appelle France for One Health, que ça me ferait très plaisir que ceux qui veulent y participer, y participent, bien entendu. Et ce groupe n'a pas pour vocation de refaire le concept de One Health, mais au contraire de voir comment concrètement on peut faire atterrir l'idée sur les territoires et au niveau du pays, dans différents publics, pour faire en sorte que ça devienne un concept qui soit un concept vivant, concret et proche des citoyens, proche de l'intégralité de la société. On pourrait penser d'ailleurs mais c'est juste comme ça, mais que la question du One Health risquerait d'entraîner la disparition du 14 Ségur, sachant que à partir du moment où on considère qu'il n'y a qu'une seule santé, et quand on voit en particulier l'expérience de la crise de la Covid, eh bien, on s'aperçoit que la santé impacte l'intégralité du système de l'État. Et donc, on pourrait imaginer que une seule santé soit sous l'égide du Premier ministre, et qu'il y ait des représentants d'une seule santé dans l'intégralité des ministères. Enfin, ça, c'est un rêve, et c'est pas une proposition concrète. C'est juste comment dire, une digression que je veux faire au sujet de l'organisation de One Health. En tout cas, ce groupe vit maintenant depuis 1 an. Il a été à l'origine d'un premier colloque. Et ce premier colloque a été intéressant parce qu'il nous a permis de nous apercevoir que le dialogue entre les différents acteurs n'était pas établi. On avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. L'échelle de déploiement des projets intégrant la philosophie de One Health, c'était véritablement local. Et donc, on n'avait pas encore d'organisation générale. Et puis, il n'y avait pas de vraie philosophie One Health qui traversait l'intégralité du pays, et surtout, il n'y avait pas d'investissement. Donc, on était sur quelque chose qui manquait enfin, ça restait très, très, très élitiste, et c'était quelque chose
on va dire, de très conceptuel et qui n'atterrissait pas sur le terrain. On a donc décidé avec ce groupe de faire une deuxième édition, de faire battre One Health au cœur de la France. Et cette deuxième édition va s'articuler autour de 3 axes. Le premier, c'est le déploiement de One Health dans les territoires, et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. L'affirmation de l'État d'un changement culturel en faveur de One Health, ça c'est ce qu'on verra demain dans la table ronde numéro 2. Et puis l'adaptation des pratiques professionnelles aux défis posés par One Health, et ça c'est ce qu'on verra également dans la table ronde numéro 3. Et donc ces 2 tables rondes auront lieu demain matin. Alors maintenant, je vais passer tout de suite la parole à Anne-Cécile Violent, qui est députée de Savoie et qui préside le groupe Santé Environnement et qui nous fait le plaisir et l'honneur de bien vouloir nous expliquer ce projet. Anne-Cécile, on en a parlé en préparation de cette session. Et d'abord, je suis extrêmement heureux que vous soyez là. Et la deuxième chose, c'est il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses nouvelles sur lesquelles vous impulsez de l'énergie. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Juste avant, je voudrais simplement qu'on fasse une chose, qu'on coupe tous les micros et qu'on coupe toutes les caméras pour laisser Anne-Cécile lui laisser la place d'intervenir. Une fois qu'elle aura exprimé sa position par rapport au groupe Santé Environnement, bien entendu, on ouvrira une session de questions-réponses pour faire en sorte que on puisse l'interviewer en direct et on aura des réponses interactives. Voilà, si vous pouvez couper vos caméras, ce serait parfait. Véronique, Caroline et François. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier pour cet accueil. Bonjour à toutes et à tous. Vous dire déjà que c'est un vrai plaisir et un vrai honneur que cette proposition d'introduire ces tables rondes, et c'est vraiment, je suis très touchée, je vous remercie très sincèrement, et effectivement ça fait partie de cette démarche de vouloir peut-être porter la santé environnement en général et One Health plus précisément de toutes les manières possibles, et évidemment que cette instance en est un très bon représentant. Alors, vous dire ce qu'est effectivement le GSE, je vais juste me permettre une petite précision, Olivier. Je suis députée de Haute-Savoie, non pas que je fasse de chauvinisme, mais quand même. Donc voilà, députée de Haute-Savoie. Donc ma circonscription, il n'y a pas de souci, c'est juste pour pouvoir dire quelle belle circonscription je représente entre le lac et les montagnes, donc entre le lac Léman et les montagnes, stations de ski comme Morzine, Avoria, Châtel, et des stations plus familiales comme Bernex, Tolon, pour ceux peut-être celles qui connaissent. Donc c'est vrai qu'un bijou de biodiversité au sein de la Haute-Savoie, et très contente de pouvoir représenter ce GSE. Donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire, le GSE, il a été créé en fait en 2009. Le groupe Santé Environnement existe depuis 2009. Les plans nationaux Santé Environnement, c'est depuis 2004. Mais en fait, à un moment donné, il y a eu besoin effectivement de créer cette instance pour pouvoir suivre le PNSE. Alors, c'est vraiment une instance consultative qui est placée auprès du ministre chargé de la Santé et celui de la transition écologique. Là, plus spécifiquement, on est sous l'égide, évidemment, du ministère de Christophe Béchu, la transition écologique, et puis de Agnès Firmin-Lebaudot sur santé et prévention. Et vraiment, l'objet de ce groupe de santé environnement, alors évidemment de divulguer cette culture de santé environnement, c'est aussi de permettre des concertations sur ces questions-là, et avec un objectif sur ce plan national santé environnement 4, l'application de l'approche et la diffusion de l'approche Une seule santé. Alors le GSE, il bénéficie d'un fonctionnement, d'une indépendance fonctionnelle nécessaire à la réalisation de ses missions, et la place du président et la possibilité d'autosaisine du groupe sont autant d'éléments qui permettent de positionner le GSE comme instance indépendante vis-à-vis des ministères auprès desquels il est placé.
Alors, les ministères de la Santé et de la Transition écologique consultent le GSE lors de l'élaboration du suivi et de l'évaluation du plan national santé-environnement. Et les ministères chargés de la santé et de la transition éco peuvent, pour avis, saisir le groupe santé-environnement de toutes les questions relatives à la santé-environnement relevant de son domaine de compétence. Le groupe santé-environnement peut aussi, à son initiative et après en avoir informé le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la transition éco, examiner toute question relative à la santé-environnement et proposer des mesures propres à prévenir les impacts de l'environnement sur la santé et à en réduire les effets. Donc ça, c'est voilà, le contexte dans lequel on plante le décor du GSE. Donc les deux ministres m'ont fait l'honneur de me proposer la présidence au mois de mars. Et c'est vrai que la première plénière a été extrêmement riche et a aussi permis de poser, on va dire, une première structuration du GSE, puisque ce qui pouvait remonter du travail fait par tous les acteurs du groupe santé-environnement et aussi de certains acteurs politiques, c'était de dire que finalement, ce groupe, il fait un travail considérable. Je vais revenir plus précisément sur l'émission, mais il fait un travail considérable et peut-être qu'il manque un peu de visibilité, il manque un peu de légitimité. Donc, on a entrepris, à partir de cette première plénière, avec les différents on va dire les acteurs et notamment les coprésidents des groupes de suivi, un vrai travail de restructuration qui nous arrive à mi-septembre, où là, on fait une proposition de règlement intérieur, une présentation aussi de la feuille de route donc, qui avait été demandée par les ministres. Et tout cela permet justement de peut-être mieux cadrer, puisque l'objectif à travers le GSE, c'est le suivi des politiques publiques en matière de santé et environnement, et notamment à travers le plan national santé-environnement 4, mais c'est aussi de pouvoir être davantage source de propositions, et ça, c'est vraiment une nouvelle orientation du GSE. Alors, le groupe santé-environnement, on est en train de terminer justement la liste actuelle des membres. Ça a été aussi un besoin de le faire, puisque depuis qu'il existe, on n'avait pas forcément une liste très fidèle des gens qui sont engagés et qui sont présents régulièrement. Donc, ça a été l'occasion, à travers de cette dernière plénière, de pouvoir ressolliciter tous les membres et vous dire que tous les membres, aujourd'hui, grâce à ce règlement intérieur, sont organisés en fait en différents collèges. Et ces différents collèges, ce sont les représentants des collectivités territoriales, les représentants des associations environnementales et des consommateurs, les représentants des acteurs économiques, les représentants des acteurs de santé humaine et santé animale, le collège des personnes qualifiées et le collège des représentants de l'État et de ses opérateurs. Voilà, donc les différents membres qui sont a priori autour de 150 sont organisés autour de ces collèges. Et ensuite, comment fonctionne le groupe santé-environnement? Alors, il y a différentes instances qui lui permettent de vivre et de diffuser justement cette indispensable culture de la santé-environnement. En fait, on a quatre groupes de suivi. Donc, c'est comme ça que cela avait été fait sur les GSE initiaux. Le groupe santé-environnement va suivre les avancées et la mise en œuvre du plan national environnement, ainsi que les plans régionaux, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, en fait, pour pouvoir suivre ces avancées des actions du PNSE 4, on a 4 groupes de suivi. Des groupes de suivi qui sont autonomes dans leur gestion et qui sont coprésidés à chaque fois par un binôme. Donc le premier groupe, c'est le groupe de suivi formation, information, sensibilisation. Et là, nous avons une coprésidence avec le professeur Virginie Migeot, qui est chef du pôle santé publique CHU de Rennes. Et puis, évidemment, le docteur Françoise Chatzel, vice-présidente en charge de l'urbanisme opérationnel, politique du cadre et qualité de vie, qualité de l'air, santé environnementale à l'Eurométropole de Strasbourg, mais je crois qu'on va l'entendre sous peu.
Ensuite, groupe de suivi réduction des risques. Là, une coprésidence assurée par Madame Sylvie Gillet, directrice du développement et de la biodiversité au sein du réseau AURE, donc un réseau d'acteurs engagés pour l'environnement. Et puis Ginette Vastel, qui est vice-présidente de France Nature Environnement. Ensuite, un troisième groupe de suivi. Là, on est sur les suivis recherche et données, coprésidé par le professeur Robert Barouki, donc directeur de l'unité pharmacologique, toxicologie et signalisation cellulaire à l'INSERM, avec un coprésident, Pascal Sanders, qui est le directeur scientifique exposition et toxicologie à l'ANSES. Donc, 3 groupes, et puis une volonté sur ce PNSE 4 vraiment affichée de porter haut le besoin d'une seule santé. Donc, il y a un groupe de suivi, Une seule santé, qui est coprésidé par Sandrine Lefeur, donc qui est agricultrice de métier et députée de la 4e circonscription du Finistère, et Jean-Luc Angot, inspecteur général au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Donc voilà la composition de ces 4 groupes, et donc les différents acteurs vont se sont inscrits dans ces différents groupes de suivi et vont se voir. Alors les rythmes sont en moyenne, on va dire, une fois tous les 2 mois. Parfois ça se précipite en fonction des sujets que les coprésidents ou que les membres veulent aborder. Et tous ces travaux sont présentés en plénière. En fait, à chaque fois, il y a un point d'avancée sur tous les travaux de ces groupes de suivi. Alors, groupe de suivi jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a aussi envie que ce soit des groupes de travail, mais c'était déjà le cas, mais peut-être de mieux valoriser justement les travaux qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai qu'une des orientations, c'est de vouloir vraiment ne plus simplement, et c'est déjà énorme, hein, être des acteurs du suivi du PNSE, mais aussi de pouvoir être force de proposition et de recommandation. Et ça, c'est des choses qui apparaissent dans la feuille de route que je vous présente tout de suite après. Les groupes de suivi, et puis on a une autre instance qui s'est remise en route là tout à fait récemment, à la dernière plénière justement de mi-septembre, c'est le comité d'animation des territoires. Donc le comité d'animation des territoires, c'est cette fois-ci une instance alors transverse. Je crois qu'on a c'est un terme qui va revenir évidemment très souvent. Donc le comité d'animation des territoires, en fait, lui, il va être plus spécifiquement dédié au suivi des plans régionaux, de santé environnement, mais aussi à là aussi la diffusion de cette culture santé environnement, et puis de pouvoir non seulement accompagner les collectivités qui ont besoin peut-être d'être un peu plus soutenues sur la mise en œuvre de leur politique publique en matière de santé environnement, mais aussi de pouvoir mettre en avant des initiatives, et on sait que nos territoires sont incroyables quand il s'agit de mettre en œuvre justement ces politiques, et donc de pouvoir non seulement valoriser les initiatives qui peuvent être prises sur les territoires, et aussi par une espèce de contamination positive, de pouvoir justement porter ces projets qui peuvent être potentiellement dupliqués. Et donc là, ça faisait sens pour moi, et c'est une proposition que j'ai faite, ça faisait sens que ce soit 2 élus locaux qui co-président ce comité d'animation des territoires. Donc il y a Véronique qui est avec nous ce matin, Véronique Garnier, donc élue à la ville de Croissy-sur-Seine, entre autres. Et puis Richard Chemla, qui lui est adjoint au maire de la ville de Nice, en charge de la santé, de l'écologie et du bien-être. Donc notre binôme a repris ce CAT, comité d'animation des territoires, dès mi-septembre. Et la volonté, c'est justement de pouvoir travailler tous de concert, de pouvoir travailler ensemble sur les 4 groupes de suivi et le CAT, parce que encore une fois, je crois que à travers toutes les actions que l'on peut mener, ce qui est indispensable, c'est vraiment qu'on puisse avoir une transversalité. Et là, ça me permet aussi d'introduire cette notion. J'ai beaucoup insisté sur le ministère de la Transition écologique et ministère de la Santé et Prévention, mais c'est vrai que dans la réalité, quand on parle santé-environnement, on parle de 11 ministères et on parle de 30 directions
direction de ministère. Donc là, on sait aujourd'hui qu'on a un gros travail à faire justement de transversalité, même si évidemment ces différentes directions peuvent se parler. Je crois qu'on a vraiment encore à travailler parce que parfois on pourrait encore avoir l'impression qu'il y a quelques travails en silo qui s'effectuent, et je crois que c'est vraiment ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, et c'est la condition, me semble-t-il, sine qua non pour pouvoir arriver justement à ce que l'on souhaite en termes d'objectifs, non seulement de santé-environnement, mais évidemment d'une seule santé. Et justement, par rapport à l'anecdote d'Olivier tout à l'heure, ben moi, ça fait pas 3 ans, ça fait quelques semaines ou parfois quelques jours que quand j'interroge les personnes qui me côtoient sur la santé-environnement et plus spécifiquement sur une seule santé, malheureusement, c'est encore, j'ai encore des réactions du même ordre. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment du travail à faire et chacun, évidemment, vous le faites déjà dans vos différentes structures. Mais plus spécifiquement, c'est vrai que j'ai beaucoup interrogé des élus locaux, j'ai beaucoup interrogé mes collègues parlementaires et je mesure le travail à faire, notamment au niveau des parlementaires. C'est quelque chose qui est indispensable, mais qui est identifié. Et j'ai la chance d'avoir Sandrine Lefeur, déjà, donc, qui est coprésidente du groupe Une Seule Santé et qui est très active sur ces questions-là. On est ensemble en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et puis, une autre manière aussi de pouvoir, on va dire, diffuser et l'information et la nécessité d'un travail vraiment collaboratif sur les questions de santé-environnement, c'est un vrai travail de proximité aussi. Là, je vous ai présenté les acteurs du groupe santé-environnement, mais il y a d'autres acteurs que l'on associe tant au niveau de l'Assemblée nationale que du Sénat. Ce sont les présidents de comités nationaux. Donc, par exemple, les comités nationaux du bruit, de l'alimentation, de l'air. J'étais, par exemple, hier avec ma collègue, la députée Pitola, qui est présidente du groupe national de l'air. J'étais avec elle à la RATP pour rencontrer monsieur le président Castex, justement pour parler qualité de l'air, dans les rames, mais aussi à l'extérieur, aux sorties des stations. Donc voilà, on a un vrai travail justement de vraie collaboration pour être dans une transversalité qu'on choisira et qu'on nourrira le plus possible pour éviter justement que chacun puisse travailler de son côté. Et c'est vrai que mon rapport d'étonnement quand j'arrive dans le groupe santé-environnement, c'est vraiment me rendre compte du travail incroyable qui est fait au sein de ce groupe santé-environnement, mais au sein aussi des différentes instances que chacun d'entre vous pouvez représenter, et notamment Neil, puisque c'est aujourd'hui notre hôte. Mais c'est vrai que ce que je pouvais constater, peut-être un peu déplorer parfois, c'est peut-être effectivement sans doute un manque de communication entre les différentes instances, et puis ce qui conduit du coup à une moindre valorisation de ce qui peut être fait. Et c'est vrai que l'ambition du GSE, ce serait peut-être justement de pouvoir porter la voix de toutes les personnes et de toutes les instances qui travaillent sur la santé-environnement pour qu'il y ait une véritable écoute et puis surtout une véritable prise de conscience. Et là, je veux parler évidemment au sens très large au niveau national, de la part de tous nos concitoyens, parce que même si on a évidemment des acteurs qui sont très engagés sans forcément être dans des associations, dans des diverses instances ou même sans être élus, on sait qu'on a vraiment un gros travail de diffusion et comme le groupe de sensibilisation, d'information et de formation auprès évidemment des acteurs de ces questions-là, mais aussi auprès de nos concitoyens, tout simplement. Ouais.
Est-ce que vous voulez intervenir à ce niveau-là ou j'introduis la feuille de route? Ah, je pense que, Anne-Cécile, l'introduction de la feuille de route à moins qu'on ait des questions, si vous avez des questions, levez la main. Vous avez une petite main jaune dans votre barre d'outils, donc n'hésitez pas. Vous branchez votre caméra à ce moment-là et vous posez votre question. Fanny, je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Fanny Sompouyalet, je suis directrice technique de l'Association nationale française des ergothérapeutes. Nous développons un programme de sensibilisation et de prévention primaire, Une seule santé, que nous avons évoqué au ministère de la Santé hier au cabinet Firmin-Lebaudot. Et de ce fait, pour répondre aussi à ce que vous disiez, du travail en silo et pour travailler de manière plus collégiale, je m'interrogeais sur la possibilité d'associer nos réflexions et nos travaux à ceux du GSE. Est-ce que c'est encore possible? Par exemple, dans le cadre du collège santé humaine et santé animale. Mais absolument, absolument. Je pense que ça fait complètement sens. Donc, en fait, aujourd'hui, les groupes ne sont pas fermés. Ce qu'on avait besoin de faire, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était vraiment faire une mise au point parce que comme le groupe Écoute existe depuis 2009 et que les acteurs se sont inscrits au fur et à mesure, certains ne venaient plus mais sans forcément s'être retirés. Donc on a eu besoin de faire une mise au point sur qui sont les acteurs aujourd'hui qui sont vraiment actifs dans le GSE et ou dans les groupes de travail, puisque tout le monde ne fait pas partie des groupes de travail. Donc la réponse, c'est que bien sûr qu'on accueille encore des nouveaux acteurs. Et là, s'agissant de votre spécialité, je pense que ça fait vraiment sens. Donc ce qu'on fera, si vous êtes d'accord, c'est de pouvoir vous envoyer justement les documents qui peuvent vous permettre d'intégrer le GSE. Et je pense que le plus simple, peut-être, Olivier, c'est de pouvoir faire suivre mes coordonnées, adresse mail et... Est-ce que c'est possible de faire ça? Ah oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. On va les mettre, si ça ne vous dérange pas, Anne-Cécile, on va les mettre dans le chat, ce qui Parfait. fait que comme ça, tout le monde aura la possibilité, si vous nous en donnez la permission, de pouvoir vous contacter. Merci beaucoup, c'est très positif et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Anne-Cécile, si vous voulez qu'on relaie cet appel à candidature, n'hésitez pas, on le fera volontiers également. Alors, effectivement, on va... Enfin, là, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans un appel à candidature parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de monde, mais ceci dit, on a quand même des collèges qui sont moins dimensionnés que d'autres. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant, effectivement, de le faire sous cette forme-là. Même si, encore une fois, on ne fermera pas les portes, hein, puisque l'idée, c'est d'avoir vraiment une belle représentation et qu'ensuite, pour, on va dire, l'équilibre des débats, chaque groupe, chaque collège, plus exactement, a un poids, on va dire, qui est proportionnel au nombre, voilà, il y a une équité entre les différents groupes, même si les représentations ne sont pas tout à fait les mêmes. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres? Alors, Jérémy vient de mettre vos coordonnées dans le chat, donc n'hésitez pas à consulter le chat pour ça. Vous avez peut-être un problème technique, Anne-Cécile, votre caméra est figée. Est-ce que éventuellement... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On n'a aucun problème pour vous entendre, mais on vous voit, on a une magnifique photo de vous, mais... Écoutez, je ne comprends pas parce que pour le coup, moi, j'ai pas d'image figée. Je vous vois aussi. Ah mince. Non, mais vous en faites pas, c'est pas très grave. Je suis désolée. Peut-être en fermant votre caméra, en la rouvrant, peut-être que ça va faire. Effectivement. Et je vais en profiter à ce moment-là pour demander à Anne de poser sa question. Alors, bonjour Madame la députée, Anne de Dagne, je suis la directrice du développement jeune médecin. Mais question politique, ce que vous dites est objectivement et très honnêtement tout à fait évident au sens où ça ne peut être que partagé par ceux qui connaissent le secteur. Comment expliquez-vous
que, nonobstant les efforts des parlementaires dont vous êtes, ce concept ne passe pas dans les faits? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de programmation pluriannuelle? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interministériel? Pourquoi est-ce qu'on reste au stade, même évidemment passionnant, des bonnes intentions? Désolée. C'est un peu cash, mais voilà. C'est un peu cash, mais j'aime bien. Oui, mais j'y crois fondamentalement. Mais j'aime bien. Un peu cash et un peu réducteur. Je peux pas évidemment être entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, j'ai pas effectivement présenté la gouvernance dans sa globalité. J'ai été très enfin, j'ai pu parler quand même des différents ministères, mais bien sûr que si, qu'il y a de l'interministériel, c'est-à-dire qu'il y a un comité de pilotage interministériel qui justement agit sur la gouvernance du plan national santé-environnement. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de dépasser justement cette idée qu'on en est uniquement aux bonnes intentions. Alors, encore une fois, l'État s'en saisit depuis 2004, la création du premier PNSE 4, avec des actions très concrètes. Et là, notamment sur le PNSE 4, on voit qu'on arrive quand même à quasiment 75% des actions réalisées, avec un vrai soutien de l'État. Pour autant, évidemment que c'est sans doute pas suffisant. Et moi, je tiens quand même à saluer le travail qui a été fait là, s'agissant du groupe santé-environnement par mon prédécesseur, Madame Elisabeth Tautu-Picard, qui a fait un gros travail justement de reconnaissance de ce groupe de santé-environnement, non seulement, mais aussi d'accompagnement justement de tous les travaux qui ont pu être faits, et notamment sur la création du comité d'animation des territoires. Après, très concrètement, il y a une question autour de, effectivement, je pense à une méconnaissance véritablement de la part, on va dire, des parlementaires en général sur ces questions-là. Donc ça, moi, j'ai quelques explications, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'on a certainement des défauts de communication et c'est pour ça que ça nous semble important de commencer par vraiment structurer ce groupe pour pouvoir vraiment porter cette parole-là, parce que du fait que ce soit un groupe, alors extra-parlementaire, mais quand même qui est présidé par un parlementaire, ça permet quand même de pouvoir porter une voix justement au sein au plus près de mes collègues. Ensuite, comme il y a une méconnaissance, c'est vrai que si on ne prend pas le temps d'expliquer exactement ce que c'est que la santé-environnement, et là vraiment j'insiste plus spécifiquement sur une seule santé parce que je fais tous les jours l'expérience dès que je le peux, je crois qu'il n'y a pas encore malheureusement une véritable prise de conscience de l'urgence à prendre en compte cette réalité-là. Donc ça veut dire qu'il faut à travers cette action d'aujourd'hui et puis à travers toutes les actions qu'on va pouvoir mener, avec mes collègues justement parlementaires qui sont impliqués dans les différents comités nationaux ou au sein du GSE, on a vraiment cette volonté de créer des événements au sein de l'Assemblée nationale justement pour pouvoir sensibiliser nos collègues. Et puis après, évidemment, de le décliner pour l'ensemble de la population. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'avoir une ouverture sur les parlementaires. Il y a aussi une proposition de loi qui est travaillée par Alliance Santé et Biodiversité, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais ça aussi, c'est un très bon angle justement pour pouvoir vraiment alerter nos collègues. Mais avant cela, il y a déjà on a déjà prévu des actions justement de colloques au sein de l'Assemblée nationale ou un format qui convient bien aux députés avant de démarrer leur journée, c'est justement un petit déjeuner avec des acteurs de la santé-environnement. Et puis simplement, vous dire, quand vous dites on doit dépasser simplement les bonnes intentions, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Récemment, création de l'Institut One Health quand même à Lyon au moment du Salon international de l'agriculture. Enfin voilà, les ministres s'en saisissent, les ministres se succèdent et se saisissent de ces questions-là avec leur sensibilité et avec leur on va dire, leur angle d'approche. Et c'est vrai que s'agissant pour le coup des ministères transition éco, agriculture et prévention santé, on a quand même une jolie collaboration qui nous permet notamment de voir cet organisme de formation voir le jour en début d'année. Et puis, il y a l'idée d'aller peut-être encore plus loin justement sur
le groupe santé-environnement en général et d'avoir aussi une véritable task force au niveau interministériel. C'était ma question de droit de suite, pardon, Madame la députée, mais le sujet, tant que ça ne passera pas au niveau inter, est-ce qu'on en sortira, quoi? Il faut que le PM s'en saisisse ou plus. Parce qu'on est vraiment, enfin, pour avoir été à Matignon, sur la ville, l'interministériel ne fonctionne que si c'est à Matignon. Oui. Désolée, Alors, hein, mais... Non, mais ne soyez pas désolée, je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors, pour tout vous dire, et tout à l'heure, Olivier parlait de rêve, alors moi, je vais rêver avec vous, on va rêver ensemble, mais j'espère bien que ça se concrétisera. C'est effectivement des choses que je vais défendre au niveau des différents cabinets. Et pour tout vous dire, j'étais la semaine dernière avec un conseiller du président de la République où on a beaucoup parlé santé-environnement et où il y a une vraie volonté justement de travailler ce sujet-là. Et notamment, lui travaille avec des acteurs locaux régulièrement, de manière hebdomadaire. Il travaille avec des petits groupes sur différentes thématiques. Et il y a cette thématique santé-environnement qui est aussi abordée. Donc, je veux vous dire que j'aimerais que ce soit placé évidemment sous l'égide de la Première ministre, évidemment. Et je crois que, en tout cas, Agnès Firmin-Lebaudot est assez ouverte aussi à cela, puisque on a pu l'envisager et évidemment qu'on travaillera dans ce sens. Et puis pourquoi pas défendre à un moment donné l'idée d'une seule santé comme cause nationale pour la France. Enfin, voilà, les idées, elles sont là, on va les porter et sachez que tous les acteurs nous ont parti du même, on va dire, du même bateau et qu'on va porter cela tous ensemble. Et moi, j'ai plutôt espoir qu'on arrive à obtenir des satisfactions et pas que des bonnes intentions. C'est un espoir que je partage avec vous. Et je crois que quand on en parle, plus on s'aperçoit que les gens sont sensibles à cette idée. Et surtout, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle se dépolitise au sens partisan du terme. Ça devient une cause qui traverse la société et qui n'est plus portée par un groupe politique ou un certain nombre d'associations, d'activistes ou autres. C'est quelque chose, c'est une idée, une prise de conscience qui est une prise de conscience sociétale et sur lequel on a des débats qui sont plus apaisés, une volonté des gens, parce que peut-être qu'il y a une préoccupation commune qui est de plus en plus importante, une volonté des gens à vouloir essayer de trouver des solutions et à les mettre en place. Donc je trouve que les planètes commencent à s'aligner. Alors Anne-Cécile, vous vouliez nous parler de la feuille de route du GSE? Absolument. Mais vraiment, je valide et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté finalement où on peut largement dépasser le clivage politique sur ces questions-là. Les deux chambres montrent que c'est vraiment possible de le faire sur des sujets majeurs. C'en étant, donc j'ai aucun doute qu'on arrivera à travailler évidemment sur la santé, environnement de manière totalement collégiale et du coup très constructive. Donc effectivement, une feuille de route, lorsque les ministres me demandent de prendre la présidence du groupe santé-environnement, ils me missionnent et me demandent de pouvoir leur proposer une feuille de route pour le mandat à venir, puisqu'on est calé sur le mandat parlementaire et donc présidentiel. Donc, en fait, la feuille de route, elle va se décliner en 3 axes. Le premier axe, c'est la contribution aux orientations et au suivi des politiques publiques relatives à la santé et environnement, en prenant en compte l'exposome selon l'approche une seule santé. Donc ça, c'était vraiment une volonté de faire apparaître une seule santé, non seulement dans la feuille de route, mais dans le premier axe, pour montrer la volonté justement de porter vraiment très haut cette question-là. Donc très concrètement, ça veut dire ne plus seulement suivre la mise en œuvre des PNSE, mais contribuer aux orientations des politiques publiques sur la santé et environnement. C'est s'assurer de la cohérence et réaliser un suivi des plans sectoriels, stratégies, feuilles de route qui sont connexes au domaine santé et environnement et qui contribuent à la mise en œuvre d'actions opérationnelles. Il y a un autre sous-axe qui est d'assurer en tant que besoin l'articulation avec le niveau européen et international.
veiller à la mise en œuvre concrète de l'approche Une seule santé et du concept d'exposome. Donc ça, c'est évidemment s'assurer de la déclinaison opérationnelle, tant à l'échelle nationale que locale, et puis dès qu'elle est pertinente dans le plan national santé-environnement 4, ainsi que dans les feuilles de route, les plans sectoriels, pardon, les stratégies et les feuilles de route connexes au domaine santé-environnement. Cette feuille de route, elle est disponible sur le site des ministères, des deux ministères. C'est aussi soutenir le développement des procédures et des dispositifs visant à mesurer les effets des politiques publiques en matière de santé-environnement, et notamment via la mise en place de dispositifs d'indicateurs d'impact globaux sur la qualité de l'environnement, la santé humaine et animale, et plus largement, évidemment, la santé des écosystèmes. Et puis, dans cet axe 1, on est aussi sur, évidemment, la poursuite des travaux du comité d'animation des territoires. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est indispensable de s'assurer qu'il soit à la fois un lieu d'échange, de partage des bonnes pratiques entre les acteurs des territoires et un lieu de production d'idées et de questionnement à destination du groupe santé-environnement et des groupes de suivi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes sur ce comité d'animation des territoires, et ce sera un très très bon ambassadeur notamment de Une seule santé. Et puis le dernier point de l'axe 1, c'est justement la préfiguration du plan national santé-environnement 5, puisqu'on sait que le 4e se terminera et il faudra déjà penser à engager le 5e. Un axe 2 qui va reprendre des choses que j'ai évoquées, c'est vraiment la valorisation des travaux du GSE et de sa visibilité, et donc de la légitimité de tous les travaux qui peuvent être produits justement au sein de ce groupe. Donc, c'est fournir des recommandations opérationnelles pour compléter ou apporter des améliorations au PNSE 4. C'est publier et diffuser les résultats issus du PNSE 4, le bilan, l'actualisation, suivi et les bilans des recommandations. Mais ça encore, une fois, c'est des choses qui sont tout à fait aujourd'hui qu'on peut trouver sur les sites des ministères. Et notamment le premier rapport d'avancement sur le PNSE 4 qui a été publié en octobre 2022. C'est communiquer sur les avancées significatives du PNSE 4, en particulier à l'occasion des séances plénières du GSE. Et cette volonté, je l'ai dit, je le redis, d'avoir vraiment une publication de toutes les avancées, de tous les travaux qui se font au sein du GSE, avec quelque chose de très intuitif quand on veut trouver justement ces travaux, parce que je sais qu'il y a des choses qui étaient déjà faites, mais peut-être on avait besoin d'avoir des accès plus faciles. Se pose la question à un moment donné de créer véritablement une page, un site pour le groupe santé-environnement. C'est ce que je souhaite, parce que je pense que ce sera encore plus lisible. Aujourd'hui, on est peut-être contraint par des questions juridiques. Donc voilà, on réfléchit, mais il y a quelque chose qui se dessine en tout cas à terme pour avoir vraiment, justement, dans la lutte des silos, toutes les informations qui pourraient être nécessaires sur la santé-environnement. Donc, dans toujours cette nécessité de diffusion et de partage des informations, là encore, le comité d'animation des territoires a tout à fait son rôle. Et dans cet axe 2, ce sera vraiment la promotion de son action, la promotion de ces différentes actions justement sur le territoire de la France, puisqu'il a vocation évidemment à se déplacer, à aller au plus près de nos acteurs locaux. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a aussi cette volonté de rendre beaucoup plus visible la transversalité entre les 11 ministères, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle encore une fois beaucoup des 3 ministères qui sont très présents et puis qui ont une implication très concrète, puisqu'ils vont suivre aussi chacun certains groupes de suivi dans, par exemple, l'accompagnement très concret du secrétariat de ces groupes. Il faut qu'on rende encore plus visibles les 8 autres ministères, les 9 autres ministères qui ont besoin d'être vraiment, je pense, valorisés aussi dans la manière dont ils s'impliquent sur la question de la santé-environnement.
Alors, il y a un sujet qui est tout à fait la déclinaison de ce que je viens de dire, c'est la visibilité des moyens. Quels moyens sont affectés aux principales actions menées en matière de santé et environnement? Donc, il y a des choses extrêmement lisibles, notamment sur les PNSE, PRSE. Mais justement, comme on a beaucoup d'actions qui sont transverses sur ces 8 autres ministères, aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'avoir accès à ces moyens-là et en tout cas avoir accès à véritablement des fléchages financiers sur ces questions. Et ça, c'est un travail qui est fait avec les différentes directions parce que ça demande un travail considérable justement de pouvoir isoler, même s'il y a un rapport, enfin, voilà, il y a des rapports aussi qui parlent de ces investissements-là. Mais voilà, je pense que c'est bien aussi de montrer, et ça permettra aussi de montrer très concrètement qu'on en est bien plus loin que qu'on n'est pas simplement dans des volontés exprimées, mais vraiment des actions. Mais encore une fois, on l'a dit et c'est le cas. Et puis le troisième axe, alors là, c'était une volonté de pouvoir le mettre dans cette feuille de route, mais on va dire c'est plus du réglementaire. Et c'était vraiment une volonté d'assurer l'exemplarité dans la conduite des débats et de la concertation. Donc, ça veut dire assurer le respect des règles d'éthique et de déontologie, permettre l'expression des points de vue divers et des critiques, parce que, évidemment, à travers les différents collèges que représente le GSE, vous pensez bien qu'il y a des intérêts divergents. Et donc, l'idée, c'est que, évidemment, tout le monde puisse s'exprimer en liberté et en sérénité, et que la recherche du consensus soit vraiment l'objectif principal. Donc, il y a une charte de déontologie qui permet de régir aussi justement ces échanges au sein des différentes instances ou sous-groupes du GSE. Donc voilà, ça c'était vraiment une volonté aussi de montrer que pour que les choses se passent bien, il y a aussi une volonté d'exemplarité au niveau de la tenue des débats. Donc voilà sur la feuille de route, est-ce que ça suscite d'autres questions? Alors, je crois qu'on a déjà une question. Qui est-ce qui a posé une question? C'est Bertrand Lucas. Bertrand, si vous souhaitez afficher votre caméra. Oui, bonjour madame, Bertrand Lucas, je suis membre du Conseil national du bruit et je suis membre du Conseil scientifique du Health Data Hub. J'ai deux questions pour vous. La première question, c'est justement le problème de la pollution sonore en France. L'OMS dit clairement que c'est, après la pollution atmosphérique, en termes de morbidité, la deuxième pollution. Et cette pollution est totalement absente si, par exemple, dans le plan national santé 2023-2033, on parle des différents polluants, les autres, mais il n'y a pas un mot sur le bruit, pas un mot. C'est-à-dire que je suis absolument frappé de la discordance qu'il y a entre l'impact environnemental. Et j'insiste aussi sur le problème de la nuit. Le respect du cycle nictéméral jour-nuit, ce n'est pas simplement pour l'homme, mais c'est clairement pour tout le vivant. Eh bien, cette pollution est absolument absente du plan national santé 2023-2033. Donc, c'est un vrai enjeu. Et je ne sais pas comment vous pourriez prendre contact avec le président du Conseil national du bruit, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là. Ma deuxième question, je prends ma casquette cette fois-ci Health Data Hub. Je suis frappé du fait qu'on a une base de données extraordinairement puissante, le Système national de données de santé, et on a plein de bases de données environnementales de toutes sortes. On a eu un premier travail récemment et c'est vraiment, il y a un potentiel absolument incroyable. Sauf que la granularité de ces bases de données n'est pas la même. Et aujourd'hui, au regard des modalités d'appariement, c'est extraordinairement compliqué de les apparier. Il y a là un enjeu de connaissance et, comme vous l'avez aussi souligné, d'élaboration d'indicateurs permettant de
évaluer véritablement sur la santé l'impact des politiques publiques. Et je crois que dans ce domaine-là, il y a aussi un effort collectif à faire pour qu'on passe d'une législation qui empêche quasiment la jonction de bases de données d'origine différente à une réflexion différente qui est une réflexion qui s'appuie sur le bénéfice-risque. Et si le bénéfice sociétal est extrêmement fort, il faut pouvoir faciliter ces chaînages de bases de données. Il y a là, à mon avis, un enjeu de connaissance et un enjeu de suivi énorme. Nous avons les éléments de base, mais nous ne savons pas travailler ensemble et apparier ces bases. Voilà 2 remarques que je voulais vous faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet que j'abordais hier justement avec la ministre Firmin Lebaudot parce que je pense qu'on a aussi des enjeux justement de prévention que de pouvoir travailler sur ces bases de données. Et donc, pour tout vous dire, hein, l'état actuel de réflexion, c'est comment on peut davantage favoriser, évidemment. Alors, il y a les volontés qui sont faites, notamment au niveau du Data Hub, mais c'est comment on peut lever les différents freins aujourd'hui, notamment en matière de RGPD, pour pouvoir avoir des bases qui permettent de communiquer entre elles et évidemment d'être dans des vrais socles justement pour pouvoir défendre nos politiques publiques et notamment, encore une fois, en matière de prévention. Et là, la question, pour tout vous dire, c'est on est en train de regarder si est-ce que c'est du législatif, est-ce que c'est du réglementaire, enfin il y a un peu des deux. Et on est en train de vraiment de pouvoir faire cela parce que évidemment que je pense que si on veut vraiment être extrêmement performant et pouvoir se projeter et vraiment être dans la prévention, on ne pourra pas faire l'économie de cela. Absolument. En tout cas, c'est aussi un des sujets sur lesquels on travaille au niveau du HDH et peut-être qu'il faut travailler peut-être encore plus ensemble sur ce sujet qui est absolument, comme vous le dites, absolument majeur. Parce qu'on a ces informations. Et si on veut vraiment suivre l'impact des politiques publiques, il faut ces indicateurs. Oui. Mais écoutez, volontiers pour que... on se mettra en relation pour qu'on puisse aller plus en avant justement sur ces questions-là, puisque je vous dis, c'est vraiment un sujet là de préoccupation, alors qui sera de toute façon le fil rouge, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, ça ne va pas se faire comme ça. Mais en tout cas, on se mettra en lien. Ensuite, s'agissant de la première question. Alors, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, sur la question du bruit, en fait, je me mets en lien avec les différents acteurs des comités nationaux. On avait une réunion prévue il y a quelques temps qui n'a pas pu se faire justement avec les différents présidents des comités nationaux, mais c'est des choses qui vont se faire et moi, je ne me vois pas travailler sans le Conseil national du bruit ou de l'alimentation ou de l'air, etc. Qualité de l'eau, enfin, je ne vais pas tous les citer. Donc, ça veut dire qu'on a encore des choses, je pense, à créer pour pouvoir être encore plus performant. Alors, écoutez, je suis un peu embêtée quand vous dites qu'il n'y a rien du tout sur le bruit dans le PNSE 4. C'est pas ce que je vois. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dans le PNSE 4, il y a au contraire quelque chose de très important, puisqu'est apparu ce terme, le droit de vivre dans un environnement sonore sain. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui vient d'être mis en ligne récemment. C'est le plan national santé 2023-2033 qui parle de la santé environnementale, qui parle de One Health, qui parle des différents polluants, mais qui oublie, il n'y a pas un mot sur le bruit, pas un mot sur la pollution sonore. C'est hors champ. C'est très intéressant, c'est très signifiant. Cette pollution est, à mon avis, centrale en environnement, parce que le cycle nictéméral, en particulier dans les villes, la nuit est incroyablement attaqué.
personne n'en parle. Bertrand, vous voulez parler de la stratégie nationale de santé. La stratégie nationale santé, absolument. Le document stratégie nationale santé 2023-2033, le bruit est oublié, c'est invraisemblable. Alors, je ne peux évidemment que vous rejoindre. Donc, je pense que c'est indispensable de pouvoir alerter effectivement les ministres sur ces questions-là, et monsieur Rousseau et madame Firmin-Lebaudot. Effectivement, ça semble très surprenant qu'on ait pu passer à côté de ça. Je crois que vous avez encore une possibilité d'amendement dans les contributions à la SNS. Je parle un peu sous le contrôle de mon équipe. Je ne sais pas s'il y avait une date butoir, mais normalement, Bertrand, vous devriez pouvoir… C'était le 2 octobre. C'était le 2 octobre, voilà. La date butoir. Oui, malheureusement. Mais peut-être que je pense que, comme le dit Anne-Cécile, en adressant un message à Pierre Breton ou à Agnès Firmin-Lebaudot, vous devriez arriver à trouver quelque chose qui vous satisfasse. C'est vrai que la pollution sonore, en particulier dans une ville comme Paris, quand on a la chance d'être bi-appartenant bourguignon et parisien, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Non, et là où je rejoins monsieur, c'est que peut-être, là en tout cas, ça en est peut-être une illustration, c'est que c'est trop souvent sous-estimé, justement. Toutes les problématiques, toute la pollution sonore, c'est malheureusement pas ce qu'on entend en premier quand on parle effectivement de pollution, alors que c'est la deuxième raison de morbidité. Et la pollution lumineuse également. Alors, on va passer la parole à Monica. Monica, qui fait partie de France for One Health. Oui, merci de me laisser poser une question à Madame la députée. Je voulais savoir comment vous, qui vivez une partie maintenant de votre temps à l'Assemblée nationale, comment les Verts et notre gauche, alors je ne sais plus dire, il y a une partie de la gauche qui est relativement intelligente, disons pour faire court, et une partie qui a des pieds dans un passé lointain. Donc, disons, notre gauche et les Verts perçoivent ces problèmes qu'on discute aujourd'hui. Parce que moi, j'ai l'impression que ça ne passe pas du tout, qu'ils sont les pieds dans un passé révolu. Tout se résume à un combat anticapitaliste, anti-américain, il n'y a qu'à taxer le riche. Et bon, il faut certainement régler, répartir les charges, tout ça, personne n'en doute, certainement pas moi. Mais le problème, il est vraiment, enfin, les difficultés, ils ne sont pas là. Ça, on trouvera des solutions. Ils sont totalement un exemple. Hier, je participais ici à Grenoble. On a depuis des années une sorte de café citoyen scientifique et donc le CNRS finance ça, l'université. Donc, on invite de temps en temps des chercheurs une fois par mois pour un thème. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec d'autres collègues. Et hier, le thème était économie circulaire, environnement et santé. Donc, je suis allée en pensant à ce matin avec beaucoup d'intérêt. J'en suis sortie, j'étais même pas en colère, j'étais déçue comme rarement dans ma vie. Il y avait donc un collègue professeur d'université, il y avait un chercheur de l'INSERM, un chercheur du CNRS, et toute la problématique, tout ce qu'on discute là, ici aujourd'hui, personne n'en a parlé. Le mot santé, je ne l'ai pas entendu une seule fois dans la soirée, pendant 2 heures de débat, pourtant c'était dans le titre. Tout tournait autour de petites réunions de voisins où on se prête des outils pour ne pas en acheter chacun, etc. etc. Et les solutions, alors on parlait longuement, il fallait changer tout le système économique, sinon on a les droits dans le mur, mais il n'y avait aucune proposition par où commencer, comment faire. Et alors, nous, on est ici dans une ville qui est quand même assez à gauche, qui a un maire écologie, et je vous dis ça non pas pour noircir les gens qui étaient là, que par ailleurs j'aime bien, mais pour vous dire, j'ai vraiment l'impression qu'il faut en France une restructuration idéologique fondamentale si nous voulons avancer, parce que pour la santé, pour l'environnement, le climat et tout ça, et l'égalité sociale aussi, on ne s'en sortira pas avec le discours anti-capitaliste, anti-américain et sans solution. Donc, comment on va faire
Et c'est pour ça que je m'étais dit comment à l'Assemblée nationale, les représentants de ces courants, moi j'avais vraiment l'impression que j'étais retombée en 68, c'est à peu près la période où je suis arrivée en France, enfin 2 ans après. Mais à l'époque, ça pouvait avoir un sens, il y avait des usines avec des conditions de travail dures, etc. Les gens étaient quand même plus pauvres la plupart qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le problème ne sont plus là. Alors, une personne dans l'assistance a osé dire, est-ce que nous ne sommes pas un peu trop nombreux? L'Inde est très polluée, ça tient peut-être aussi à sa croissance démographique. Bon, le hasard a voulu que je travaillais en Inde, enfin, je travaille pendant 3 ans, 2 fois par mois, dans une master. Et je sais par les nouvelles qui me parviennent que la semaine dernière, les écoles à Delhi étaient fermées, la moitié du transport arrêté parce qu'on ne pouvait plus respirer du tout. Et les Indiens sont très fiers de leur croissance économique. L'année dernière, enfin, il y a quelques mois, ils avaient dépassé les Chinois en nombre. Et c'est à ce moment-là, j'étais en Inde et j'étais complètement choquée, intellectuellement, je veux dire. Je ne comprenais pas que les Indiens étaient fiers de tous ces peuples qui étaient là, alors que il y a la pauvreté. Et je n'ai jamais vu dans ma vie autant de déchets, des conditions sanitaires aussi lamentables, un air à respirer aussi mauvaise. Et hier, quelqu'un avait mentionné cette idée qu'il fallait peut-être, maintenant on avait les pilules et tout, que la population mondiale arrêterait de croître comme ça. Bon, ça a été traité comme enfin, presque du fascisme. Et donc, je voulais dire par tout ça que moi qui est relativement de gauche, je crois, enfin, je suis d'éducation et culture, je suis une social-démocrate allemande depuis l'origine, donc... mais je pense vraiment on n'arrive pas à parler de ces choses-là. J'en ai parlé à beaucoup de gens dans mon réseau santé, politique de santé, le master que je gérais autrefois. Les gens ne savent même pas à l'IEP le concept bonne santé, ils n'ont pas entendu parler. Et tout le problème quand on leur explique un petit peu, ah oui, l'environnement, bah, une fois on aurait cassé le capitalisme, tout ça, ça sera réglé, c'est une question d'inégalité sociale, point. Et la réponse hier à la croissance démographique était, de la part des conférenciers, était tout simplement, c'est pas grave si l'Afrique et les pays arabes et l'Inde croissent tellement, parce que par tête d'habitant, ils produisent relativement peu de pollution. Mais qu'il y a des milliards de têtes, ils ne savent pas calculer apparemment, ils ne savent pas penser. Je ne sais pas comment faire. Monica. Qu'est-ce que pensent vos députés? Voilà, je m'arrête là. Anne-Cécile, comment on sort des dogmes et comment on élève le débat? Oui, alors c'est pas simple. Votre question, elle n'est pas simple parce qu'il y a le contexte quand même très singulier, effectivement, de l'Assemblée nationale, où il faut quand même se rendre compte qu'il y a deux visages. Il y a le visage de l'hémicycle, qui est un lieu de représentation et pour beaucoup un lieu de communication et d'exposition calculée, volontaire, voilà, où tout est prévu pour sa propre communication et sa propre promotion, j'ai envie de dire, et qui nuit évidemment au débat et qui nuit à l'institution en général. Et puis, il y a le travail en commission ou le travail dans les différents groupes de travail. Donc là, j'ai quand même voilà, envie d'être un petit peu plus positive. Et puis, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que, en fait, alors, je peux parler encore plus spécifiquement de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, où on a aussi la chance d'avoir un président qui est vraiment dans l'ouverture et qui laisse la place à chacun, ce qui fait que ça permet quand même une parole beaucoup plus structurée, beaucoup plus apaisée. On n'empêchera jamais, évidemment, les prises de position extrêmes de certains, parce que je crois que là, on n'est même plus dans la politique, j'ai envie de dire, on est simplement dans la posture, dans le dogme, effectivement, et que, bon, bah voilà, avec certains, on sait qu'on ne pourra pas aller au-delà de ce positionnement-là. En revanche, on a quand même quelques parlementaires des différents groupes politiques qui, alors même qu'effectivement ils sont dans l'opposition et
et le revendiquent, on arrive quand même à avoir des discussions extrêmement intéressantes au sein des commissions. Alors les commissions, même si elles sont toutes enregistrées, c'est moins médiatisé, donc ça veut dire que c'est possible. Alors comment élever le débat, comment pour accompagner une restructuration idéologique, ça, je pense que on pourrait faire une journée là-dessus, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ce qui fonctionne, parce que on le voit sur des thématiques qui sont et pourtant parfois clivantes, ça permet quand même d'avoir je pense par exemple au débat qu'on a pu avoir sur l'IVG, qui est quand même un sujet hautement sensible, éthique, et bien pour autant, on a pu avoir un vrai dialogue au sein de l'Assemblée nationale, comme je crois il n'était pas arrivé depuis longtemps. Et c'est vrai que ça veut dire que tout est question de la force du sujet présenté. Et s'agissant de santé-environnement, et encore une fois de plus spécifiquement d'une seule santé, je pense que la manière dont on va l'amener va permettre quand même de faire adhérer la majorité. Et puis là, c'est un sujet quand même pour le coup qui est beaucoup plus consensuel. Et j'imagine quelle réaction on va avoir en termes d'opposition. Mais là, encore une fois, on sera vraiment aux extrêmes. Et je pense que le plus productif et le plus qui peut nous permettre d'avoir de l'espoir et de penser plus en avant, c'est vraiment de s'appuyer sur la réalité des sujets qu'on défend, avec des ancrages véritablement dans la réalité, de ne pas être uniquement à des idées intellectuelles, des concepts qu'on pourrait s'échanger dans un entre-soi. Et là, ça me permet de revenir sur votre proposition, Olivier, de désélitiser One Health, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est-à-dire si on veut sortir des dogmes, il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur des réalités très concrètes qui vont parler à tout le monde et dont chacun pourra s'en emparer. Et je crois qu'une seule santé, on ne peut pas avoir un meilleur exemple, une meilleure illustration qui nous permette d'être dans le concret et du coup d'embarquer le maximum de monde. Je partage complètement votre point de vue, Anne-Cécile. On va passer la parole à Gilles Salva, qui fait partie de l'ANSES et qui interviendra demain d'ailleurs dans la table ronde numéro 2. Gilles. Merci Madame la députée pour votre présentation et votre travail. Moi, j'avais premièrement une petite réaction sur l'interopérabilité des bases de données en santé, d'une manière générale, ce qui est quelque chose de très important pour nous, parce que pour alimenter notre expertise, pour alimenter notre recherche, on a besoin de cet accès aux données. Alors, avec les difficultés, vous l'avez bien signalé, liées à la RGPD, mais je pense qu'on n'a pas dans les différents pays européens la même manière d'aborder ces difficultés-là. Juste un exemple, on a cherché, nous, côté santé animale, à faire une enquête sur l'exposition des bovins pendant la crise Covid au coronavirus, au SARS-CoV-2. Il fallait pour ça qu'on ait un fichier d'éleveurs qui avaient été malades, et auquel on aurait pu demander un consentement pour aller enquêter auprès de leurs troupeaux. On n'a pas pu l'avoir parce que, pour des raisons de RGPD et de confidentialité des données de santé, ça ne nous était pas accessible. Quand je dis au niveau européen, ça se fait autrement. Nos collègues allemands l'ont fait. Et d'ailleurs, ont montré que les bovins avaient été exposés à ce coronavirus. Alors, sans conséquence pour la santé, tant mieux, mais c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on apprenne, et on a vraiment besoin de cette interopérabilité et d'avoir avec les filtres qui vont bien, sans remettre en cause effectivement le secret médical. C'est très important, et l'ANSES est complètement là-dedans, de même que SPF, qui est notre partenaire sur beaucoup de projets. Mais c'est important. Moi, la question que j'avais, alors c'est un peu différente, ça ne vous surprendra pas. Moi, je m'occupe du pôle recherche et référence de l'ANSES, et puis notre collègue qui s'occupe aussi des appels à projets. Et on a un vrai problème de moyens en termes de recherche santé-environnement. On a actuellement, il y a un certain nombre de moyens qui sont dégagés pour trouver des solutions, je dirais, de soins en termes de santé-environnement. Pas beaucoup des solutions de prévention, et je pense que la recherche peut amener, de ce point de vue-là, les futures solutions de prévention et alimenter les plans nationaux. Évidemment, elle est là pour ça. Actuellement, le principal financement de la recherche en santé-environnement, c'est le programme, l'appel à projet qu'on anime, qui s'appelle le PNREST, Plan national de recherche, environnement, santé, travail, que vous connaissez bien.
il est malheureusement sous-doté et on est arrivé à une extrême où on a un taux de sélection à peu près de 10%, ce qui est plus de moitié moins que ce que l'ANR a actuellement. Donc on est en train de discuter avec l'ANR pour augmenter ses moyens, mais je voulais juste poser cette question par rapport à cette urgence. Pourquoi? Parce que ce PNREST a permis de constituer une communauté de recherche qui balbutiait, qui n'existait pas vraiment. Et pourquoi? Parce que quand on parle du bruit, quand on parle de pollution lumineuse, quand on parle de pollution chimique, quand on parle de pollution biologique et des micro-organismes, on a besoin d'une interconnexion des communautés de recherche et de beaucoup de transversalité. Ce qui n'est pas évident, parce que la recherche travaille beaucoup en silo. Hein. Et pour constituer une communauté où on a des physiciens, où on a des chimistes, où on a des biologistes qui travaillent ensemble, il faut une incitation, il faut des appels à projets dédiés et il faut une incitation financière. Et je sais que vous soutenez beaucoup la recherche dans le cadre du GSE. Voilà, c'était juste un appel pour dire on a besoin de votre soutien pour au moins doubler ce PNREST pour qu'on arrive à des niveaux de sélection, qu'on ne refuse pas de bons projets, faute de moyens. Alors évidemment, on aura toujours une sélection, hein, parce que l'argent n'est pas gratuit, mais c'est vraiment, en fait, le fait qu'on ait besoin de constituer cette transversalité entre les communautés de recherche demande des moyens pour le faire, et il faudra qu'à un moment donné, on puisse augmenter ces moyens. Merci beaucoup. Alors oui, évidemment, je soutiens, et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément abordé aujourd'hui. C'est indispensable. Alors, je l'ai abordé à travers le groupe de suivi de recherche donnée, mais il est indispensable effectivement qu'on puisse être encore mieux disant sur la question de la recherche, d'une manière en général, hein, mais évidemment en santé-environnement. Et puis, je vous rejoins entièrement sur la nécessité aussi de pouvoir aborder cela sous l'angle de la prévention. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même, dans ce que j'entends, dans le discours ambiant, et notamment au niveau des décideurs, on a quand même une vraie prise de conscience de la nécessité de travailler sur la prévention et de ne plus être simplement sur du curatif ou du palliatif, mais de pouvoir vraiment anticiper et se dire, plutôt que de soigner les maladies, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'on en ait moins, quoi. Donc, et de pouvoir axer cette recherche dans ce sens, évidemment, vous avez tout mon soutien, et j'espère là aussi, on arrivera à avoir des réponses qui peuvent nous satisfaire, ou en tout cas nous permettre d'espérer pour les prochaines années. Alors, je suis malheureusement gardien du temps, donc on a encore 3 questions, et on a une question de Laurence Chantoiseau qui voulait savoir ce que vous pensiez du projet de loi sur la santé-environnement, la PPL santé-environnement, avant de répondre. Et puis après, je demanderai à Véronique, Anne-Françoise et Jean-Paul de poser chacun leurs questions. Et ça vous permettra de pouvoir répondre, Anne-Cécile, d'un seul coup à toutes les questions? Volontiers. Alors, la PPL. Donc, ah oui, donc je réponds en direct. Oui, pour la PPL. Alors, la PPL, est-ce qu'on parle de la PPL One Health, enfin une seule santé qui est proposée qui a été travaillée notamment par Gilles Pipien et puis l'équipe de Alliance Santé Biodiversité? Ou est-ce qu'on parle dans l'absolu de… Mais je peux répondre aux deux. En fait, donc moi, j'ai été sollicitée effectivement, et comme mes collègues Sandrine Lefeur ou Jean-Marc Zulesi, député, président de la Commission du développement durable, pour présenter cette proposition de loi sur une seule santé. Donc, en fait, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, on a 2 types de propositions. Soit il s'agit des projets de loi proposés par le gouvernement, et ça c'est l'immense majorité des textes législatifs sur lesquels on travaille, soit ce sont des initiatives parlementaires, ce sont des propositions de loi, et là malheureusement c'est vrai que c'est une minorité qui vient de la part des parlementaires. Ça c'est juste pour expliquer la différence entre les deux, et pourquoi je l'explique, parce que peut-être, et je n'ai pas encore répondu à cette question ni les ministres, c'est de se dire si on veut vraiment avoir une force de frappe très importante,
peut-être que ça pourrait avoir du sens d'avoir un projet de loi, une seule santé, qui est porté par un des ministres, enfin en tout cas par le gouvernement. Donc là, les discussions sont ouvertes. A priori, les ministères n'y sont pas tout à fait favorables, mais je crois qu'il faut qu'on aille encore plus en avant. Et en tout cas, si ce n'est pas possible, ça se fera par le biais d'une proposition de loi donc, qui sera portée par les parlementaires. Et là, ça permet vraiment d'illustrer ce qu'on a pu évoquer ce matin, c'est-à-dire la capacité à pouvoir travailler ensemble. Parce que quand on inscrit une proposition de loi, si on va avoir une chance qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour et qu'elle puisse passer, eh bien, le critère principal pour renforcer nos chances, c'est qu'elle soit transpartisane. Donc, ça veut dire aller travailler effectivement avec nos collègues de tous les bancs. Donc, maintenant, sur le fond, qu'il s'agisse donc spécifiquement des propositions qui sont encore à étudier sur le plan juridique de One Health, d'Alliance Santé Biodiversité, ou alors d'une autre PPL, une seule santé ou santé environnement, moi, je crois que c'est indispensable aujourd'hui. Je crois que c'est indispensable et je porterai évidemment tout ce qu'il faut pour aller dans ce sens parce que ça répond déjà à une nécessité de diffusion de cette, et de cette discipline et des questions qui sont inhérentes et que, on le sait, quand on propose une loi, on a une médiatisation qui est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète que de vouloir faire son travail dans son coin, même si on a des supports qui sont quand même pas inintéressants. Mais en tout cas, là, c'est évident que je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc oui, je porterai ces textes-là une fois qu'on aura encore bien avancé, parce qu'on a encore du travail vraiment juridique à faire dessus, et qui de toute façon sera amendé. Donc même si on part sur une seule santé, ce sera amendé sans doute pour pouvoir ajouter d'autres choses par les différents groupes politiques. Et c'est indispensable pour moi si on veut avancer sur la diffusion d'une seule santé. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très, très, très encourageante sur la dynamique à mettre en place. Véronique, Anne-Françoise et Jean-Paul, si vous voulez mettre vos caméras et poser à la suite vos questions, ce serait parfait. Alors Véronique. Merci beaucoup, Olivier. Ce n'est pas une question, mais pardon, c'est un petit peu de pathologie hivernale. Simplement pour renforcer les éléments de réponse apportés par Anne-Cécile Bertrand-Lucas. Certes, la stratégie nationale de santé, mais il y avait beaucoup d'autres manques. Donc, on peut penser qu'il y a eu dans l'écriture, en tous les cas, un peu de précipitation. Et les PRS montrent déjà qu'ils sont beaucoup plus riches et tiennent compte de beaucoup d'enjeux. En revanche, si on prend les PRSE, il y a, et vraiment au niveau des territoires, des collectivités locales, beaucoup d'initiatives de prévention du bruit, d'acculturation à de bons gestes, notamment auprès des publics jeunes, beaucoup d'initiatives. Donc peut-être pas traduit aujourd'hui dans une stratégie nationale de santé, mais concrètement sur le terrain, énormément d'initiatives autour du bruit. Voilà, c'était juste. Et encore, bravo Anil, on pourrait discuter, on a l'impression qu'on a matière à discuter toute la journée autour de ces thèmes fort riches. Donc, ça me donne l'occasion, Olivier, de te remercier. Merci Véronique, merci à toi. Anne-Françoise, puis Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Merci Anne-Cécile pour cette incarnation du nécessaire décloisonnement de One Health avec brio. J'ai une question spécifique sur la feuille de route et sur l'axe 1 qui traite, si j'ai bien compris, de l'articulation avec l'Europe et l'international pour éventuellement en savoir plus sur quelle est la position qu'on veut avoir en France vis-à-vis de l'Europe et de l'international sur ces sujets? Est-ce qu'on veut être leader dans un domaine bien spécifique? Et est-ce que, comme on n'a pas suffisamment de moyens, on a intérêt à être partenaire sur des sujets traités autrement par nos voisins, peut-être plus avancés dans certaines disciplines, de façon à faire mieux ensemble avec des moyens limités?
Merci Anne-Françoise. En fait, c'est effectivement une partie de l'axe 1, hein, la déclinaison sur on va dire l'axe national et international. On a été, ou on est parfois déjà leader sur certaines questions, notamment au niveau recherche en santé et environnement. Et c'est vrai que ce qui parfois, c'est la suite qui ne suit pas, ou les choses s'essoufflent, sans doute par manque de moyens, entre autres. Hein, je pense que ce n'est pas la seule raison, mais donc c'est vraiment prendre conscience de cela, effectivement de voir quelles réponses on peut apporter nous pour pouvoir garder une forme de leadership, ou en tout cas sur certains sujets spécifiques. Et puis ensuite, c'est aussi vraiment de pouvoir vraiment travailler en adéquation, parce que c'est vrai qu'on le voit, on aurait envie parfois d'aller un peu plus vite sur certains sujets notamment qu'au niveau européen. Et moi, je le vois très, très régulièrement dans les déclinaisons des propositions de loi qu'on peut avoir en DDAT, en développement durable et aménagement du territoire, pardon, où on se rend compte on serait prompt à faire des propositions, mais que du coup, on vient en contradiction avec la réglementation européenne, et que ça a du sens en plus de pouvoir souvent attendre. Donc, c'est vraiment de pouvoir envisager cela. La ministre Firmin Lebaudot avait fait plusieurs déplacements à l'étranger, notamment, elle avait fait elle est à Budapest, c'était quoi? C'était cet été, avec l'OMS. Donc, il y a aussi cette volonté justement de pouvoir représenter la France dans des instances qui parlent de santé environnement. Et là où je peux vous rejoindre, Anne-Françoise, c'est vraiment comment on peut faire effectivement pour s'allier avec l'autre, sinon on n'a pas forcément les moyens d'aller aussi loin qu'on voudrait, et c'est de travailler en collaboration avec ceux qui peut-être, en fait, utiliser nos moyens, tout simplement. Jean-Paul. Oui, merci. Jean-Paul Ortiz, ancien président de la Confédération des syndicats médicaux français. La question que je voulais vous poser est double, Madame la députée. La première, on voit bien chez les professionnels de santé, en particulier chez les médecins, un net retard à la prise en compte du concept One Health. Olivier en parlait tout à l'heure. Ne faudrait-il pas l'intégrer dans la formation médicale initiale, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique? Je crois que ça serait intéressant que les étudiants en médecine aillent sur le terrain toucher du doigt la réalité du One Health au-delà de la santé humaine. Et la deuxième question, c'est l'intégrer dans la pratique médicale, en particulier sur l'impact de l'activité que nous avons en matière médicale sur l'environnement, et je pense à l'impact des médicaments. Et l'école de Stockholm avait développé d'ailleurs un logiciel d'aide à la prescription analysant l'impact des médicaments sur l'environnement. Ne faudrait-il pas, justement, pour faire prendre conscience aux médecins de l'impact et du concept One Health, aller vers ce type de solution de logiciel d'aide à la prescription sur l'analyse de leur prescription médicale et de l'impact environnemental, pour embarquer tout le monde, si j'ose dire, le plus vite possible, parce que j'ai pu constater moi-même que, certes, je fais partie de ce groupe, mais je suis un peu isolé dans cette démarche. Alors, merci, vraiment merci beaucoup pour cette question. Véritablement, la formation, elle est au cœur je pense que des préoccupations qu'on partage tous, puisque, je le disais tout à l'heure, on a quand même cet organisme One Health qui se crée, l'Institut One Health qui se crée justement en vue de formation du plus grand nombre d'acteurs possible. Et que c'est déjà à l'étude, cette possibilité d'intégrer, pour répondre à la première question, et effectivement au niveau théorique et au niveau pratique, les questions de santé-environnement. C'est aussi un des articles de la proposition de loi sur une seule santé. Enfin, cette question-là, elle est présente partout. Maintenant, c'est quel est le meilleur véhicule pour arriver à effectivement l'inscription. Je pense que chacune des actions qu'on peut mener à travers ces différents axes, on y parviendra. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir effectivement former alors nos acteurs de santé, mais encore une fois, j'insiste pas que sur ces questions-là. Donc voilà, sachez que c'est prévu et qu'il y a déjà des actions qui vont dans ce sens-là. Alors, ça tombe bien parce qu'on a Jean Sibilia qui est donc doyen de la faculté de médecine
et qui a été président de la conférence des doyens, qui nous en parlera dans la table ronde numéro 3 demain, justement de la formation des différents acteurs, et en particulier de la formation des étudiants en médecine donc, et des professionnels de santé. Donc je crois que cette question est tout à fait essentielle, et je pense que Jean pourra y apporter des réponses très concrètes. Donc Jean-Paul, je t'invite à être là demain pour écouter Jean et lui poser la même question. Merci pour le complément, Olivier. Après, je voudrais juste rajouter aussi quelque chose, c'est que justement le groupe de suivi sensibilisation, formation, information produit aussi des choses très très concrètes justement sur la formation, sur l'information. Je prends juste une petite vignette comme ça, évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses, mais notamment une petite plaquette qui avait été faite à l'usage raisonné, ou en tout cas le moins nuisible possible pour l'environnement, des biocides. Et ça, c'était tant à destination, il y avait des plaquettes tant à destination des vétérinaires que des usagers, en fait, des personnes qui viennent avec leur animal, et comment on fait pour utiliser de la manière la plus raisonnable possible. Et puis, je voulais faire aussi un lien, mais ça y est, je l'ai mangé. C'était sur la formation. Non, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Ou alors, enfin, en tout cas, l'essentiel est dit, c'est qu'il y a une vraie volonté affichée, assumée de plusieurs acteurs de la santé-environnement pour que, évidemment, cette formation soit la plus diffusée possible et qu'elle soit intégrée dans des études de médecine indispensables. Eh bien, écoutez, Anne-Cécile, alors on a encore une question, mais là, je vais vraiment être obligé de passer à la table ronde numéro 1. Désolé, Jacques. Mais il y aura très certainement la possibilité de la poser c'est ce que j'allais dire, moment, ta question. Disponible. Je me rends disponible. Merci infiniment Olivier et Neil pour l'organisation de ces deux matinées. Je vais continuer à suivre autant que possible la suite de la table ronde, si vous m'autorisez. Enfin, la table ronde. Et je me mets à disposition, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter. Et merci Véronique pour les compléments de réponse aussi. Et à très vite. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci beaucoup Anne-Cécile pour votre enthousiasme et votre énergie. Ça fait plaisir à voir quand on voit que le champ de réforme qu'il va falloir faire, eh ben, je pense qu'on a une interlocutrice de grande qualité pour pouvoir porter tous ces chantiers dans toutes les directions du One Health, et Dieu sait si elles sont nombreuses.